Et ça vient de donner une bonne idée que l'enregistrement est débuté. En fait, la conférence s'intitule « Quelques grands moments de la pratique de la foresterie au Québec de 1910 à aujourd'hui ». Il y en a eu d'autres, mais c'est un choix qu'on a fait. En fait, bonsoir, chers amis de la Société d'histoire forestière du Québec. Comme mentionné tantôt, mon nom est Pierre Mathieu, ingénieur forestier, maintenant à la retraite, vice-président de la Société d'histoire forestière du Québec et membre du conseil d'administration depuis 5 ans. On a parlé un petit peu tantôt, une version en langue anglaise de cette conférence a été présentée le 17 septembre 2020 lors de la conférence nationale virtuelle de l'Institut forestier du Canada. Mike Rosen, d'ailleurs, était présent. Je souligne d'ailleurs sa présence aujourd'hui pour avoir quelques petits changements, mais sur le fond, tout est le même. Le texte long de cette présentation qui a servi au montage de la présentation PowerPoint d'aujourd'hui, a déjà été publié dans le numéro été-automne 2020 de la revue Histoire forestière du Québec. La Société d'histoire forestière du Québec profite donc du 100e anniversaire de la fondation de l'Association des ingénieurs forestiers, appelée aujourd'hui l'Ordre des ingénieurs forestiers, fondée en mars 1921. Pour souligner cet événement et rendre hommage aux pionniers de cette profession et à des ingénieurs forestiers s'étant illustrés au fil des décennies. Toujours soucieuse de faire rayonner l'histoire forestière d'ici, la Société d'histoire forestière du Québec a donné la parole à 5 ex-présidents de l'Ordre qui ont partagé des souvenirs de leur passage à la direction de cet organisme professionnel dans des textes publiés dans le dernier numéro de la revue Histoire forestière du Québec, le numéro du printemps 2021. Alors, merci à Jean-Claude Mercier qui est présent ici, qui a été président de 1971 à 1972. Claude Godbout, aussi présent, qui a été président en 1977 et 1978. Jacques Poirier, 1984 à 1986. Jean-Louis Brown, 1986-87. Et à Mme Joanne Gauthier, 1998-2005. Je vous invite donc à lire leurs témoignages qui sont fort intéressants et pertinents. Alors, quelques grands moments de la pratique de la foresterie au Québec de 1910 à aujourd'hui. La Société d'histoire forestière m'offre le plaisir de vous présenter cette conférence qui devrait durer peut-être une trentaine de minutes. Après ça, on passera aux questions. Quelques grands moments de la pratique de la foresterie au Québec de 1910 à aujourd'hui, on peut souligner qu'au cours du dernier siècle, la foresterie et sa pratique ont été influencées par de nombreux facteurs. Certains sont venus de l'évolution de la forêt elle-même, affectée par la croissance des incendies, les maladies et les interventions humaines. Donc, tu peux, Marie, c'est correct. Le micro est fermé, tu peux. Oui. Je crois qu'il y a un micro qui est resté ouvert. On vient d'entendre quelqu'un parler à Marie. Oui, M. Auger, je crois. Alors, la diapositive suivante, tout aussi importante, l'évolution des conditions socio-économiques a continuellement affecté les attentes de la population à l'égard des forêts et la façon dont elles devraient être utilisées et gérées. Et ça se poursuit encore aujourd'hui. Ces facteurs combinés à l'évolution des connaissances et de la science ont permis d'importants changements dans la gestion de la forêt et la pratique de la foresterie au fil du temps. L'association, appelée plus tard la Corporation et aujourd'hui l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, devait être et fait toujours partie intégrante de l'évolution des politiques et des pratiques du secteur forestier du Québec. Et son influence allait souvent même au-delà de ses frontières. Donc, comme mentionné, soulignons que l'Ordre célèbre cette année son 100e anniversaire. Quelques dates importantes, diapositive suivante. En 1910, il y a eu la fondation de l'École de foresterie de l'Université Laval. En 1921, création donc de l'Association des ingénieurs forestiers du Québec en vertu d'une loi du gouvernement. Les principaux objectifs de la jeune organisation étaient à ce moment-là de promouvoir la gestion scientifique des forêts du Québec
et l'embauche de ses membres, pour la plupart diplômés de l'Université Laval, dans l'industrie forestière, alors réticente à les accepter. Alors, diapositive suivante. En passant en revue plusieurs sources d'informations, en particulier l'abondante documentation produite régulièrement par l'Ordre au cours de la période, nous présentons une sélection de changements importants qui ont eu lieu dans le secteur forestier et qui ont fortement affecté la pratique forestière d'ici. Alors, soulignons 2 publications importantes pour en savoir plus, qui sont disponibles sur Internet, soit la publication lors du 75e anniversaire de l'Ordre en 1996 et en 1910, sous la gouverne de Robert Beauregard, a été publié en fait le 100e anniversaire de la faculté de foresterie, de géomatique et de géographie, a été publié en 2010. Alors, la pratique fondée sur la science est devenue la pratique établie au Québec vers 1910. Et pour en savoir plus, on peut aller feuilleter dans le Naturaliste canadien. Un texte a été écrit par le fondateur de la Société d'histoire forestière du Québec, Patrick Blanchet, qui s'intitule je ne vois pas, c'est pas assez gros pour moi, messieurs. Les conflits d'usage du domaine public et les débuts de la foresterie scientifique au Québec de 1867 à 1936. Voilà, c'est une recherche fort intéressante et que je vous invite là, à consulter. Sur la diapositive suivante, on voit une photo souvent utilisée, mais qui, à l'époque, on ne pensait pas qu'elle deviendrait aussi célèbre, où on voit les pères de la foresterie scientifique au Québec. Photo prise en 1905, Gustave Clodomir Piché et Avila Bédard ont complété donc une formation de 2 ans à l'école forestière de l'Université de Yale à New Haven aux États-Unis. À leur retour, Piché et Bédard multiplient les initiatives tant au sein du gouvernement qu'en éducation, y compris les premiers inventaires forestiers. Les années 60, c'était toute une période au Québec. Nous sommes en pleine révolution tranquille et la Corporation des ingénieurs forestiers du Québec publie en 1962 un mémoire intitulé « Le problème forestier du Québec », portant sur toutes les facettes de la foresterie. On voit d'ailleurs à droite ici la page couverture. Il s'agissait d'une mise à jour d'une publication de 1949 qui, en 1949, avait reçu peu d'attention et eu un impact limité à l'époque. Donc, l'époque était bien différente. Or, en 1962, ce document a été bien reçu et la plupart de ses recommandations ont été acceptées. C'était une excellente période pour les ingénieurs forestiers. Il y avait tellement de choses à construire. Une recommandation non mise en œuvre proposait la comptabilité continue en termes monétaires des terres forestières et des stocks forestiers. Certains pensent qu'il serait utile de nos jours de mettre en application cette recommandation qui tarde encore à prendre sa place. Mais ce mémoire marque le début d'une longue série d'avis et de mémoires de l'ordre. C'est important de souligner que la pratique privée a été au cœur des innovations en matière d'inventaire forestier. Ayant été moi-même consultant et d'autres aussi, comme Jean-Louis Kirouac, on pense que c'est important de souligner que les firmes de génie conseil sont au cœur de la foresterie au Québec depuis les premiers inventaires forestiers effectués au milieu des années 1920. Ayant s'adapté aux politiques forestières comme la révocation des concessions forestières dans les années 70, les consultants n'ont cessé d'innover, notamment dans les domaines de l'inventaire forestier et de la photo-interprétation. Soulignons que des bureaux de consultants ont connu un grand succès à l'échelle internationale, notamment en Afrique et en Amérique latine, dans les années 1980 et 1990. On peut voir à droite la page couverture du bureau spécial que la revue Histoire forestière du Québec a souligné au printemps 1917, la pratique privée. L'ingénieur forestier Jean-Louis Kirouac, ici présent ce soir, a été secrétaire général du Congrès mondial des forêts. S'est tenu avec beaucoup de succès à Québec en 2003.
M. Kerouac, et bien entendu, il l'a souligné, est membre du conseil d'administration de la Société d'histoire forestière. On en est bien content. Aussi, un élément important, c'est la forêt privée. La forêt privée a servi à la reconnaissance des ingénieurs forestiers. Et M. Gendron, qui est présent aujourd'hui, pourrait sûrement ajouter son grain de sel à ce sujet-là. En 1940, l'État a affecté les premiers ingénieurs forestiers à la forêt privée en créant le Bureau d'information forestière. Les programmes d'aide financière ont permis aux ingénieurs forestiers de proposer des services professionnels et d'être reconnus pour leur valeur par de nombreux propriétaires de boisés. Les normes qui définissent la pratique professionnelle en forêt privée sont depuis longtemps au centre des préoccupations des professionnels, notamment en 1980, lors d'une consultation menée par l'ingénieur forestier ex-doyen Marcel Lortie. Soulignons, on voit la photo de M. Lortie à droite. M. Lortie a été membre de l'Ordre du Canada, grand ingénieur forestier, et a résumé le travail de l'ingénieur forestier dans une phrase lapidaire et bien connue: « Nous ne faisons pas de foresterie pour les arbres, mais pour les hommes. » Diapositive suivante, la forêt Montmorency, que plusieurs connaissent, qui est la plus grande forêt d'enseignement, 397 km². Elle est située à 1 heure de l'Université Laval. Cette forêt est le site de plus de 50 ans de recherche et d'expérimentation, un lieu important de formation pour les professeurs et les étudiants. C'est aussi un lieu de loisirs très fréquenté. Depuis 1964, c'est dans le cadre de plans successifs de gestion forestière que la production durable de bois a progressivement augmenté dans le plein respect des autres utilisations des ressources forestières et de la conservation de la biodiversité. Prenons un temps pour rendre hommage aux ingénieurs forestiers visionnaires qui ont construit la forêt Montmorency, notamment Edgar Porter, Roger Gosselin, André Lafont et Roger Bellefeuille. J'ai tous connus. Plein feu sur la protection du public. L'année 1974 marque un tournant majeur pour les 38 corporations professionnelles du Québec avec l'adoption du Code des professions. La protection du public est aujourd'hui la principale règle de la pratique de la profession. L'exclusivité des actes pour les ingénieurs forestiers est maintenue alors. Des outils tels que l'éthique, l'inspection professionnelle, la discipline, le syndic et la formation continue sont progressivement standardisés pour toutes les professions. Leur mise en œuvre laisse moins de ressources disponibles pour la promotion et la défense de la profession. 1975, ouverture à l'aménagement du territoire. Un mémoire sur l'utilisation des terres par le développement communautaire est rendu public et tombe à point compte tenu de la décision du gouvernement de fermer plusieurs villages forestiers dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. En 1975, l'Ordre a proposé une approche globale de la gestion intégrée des ressources fauniques qui relèverait d'une autorité gouvernementale unique. Ce ne fut pas accepté. Pleine participation à la Fédération canadienne des associations d'ingénieurs forestiers. 1982, l'Ordre a participé pleinement à la création de la Fédération canadienne des ingénieurs forestiers et la création du Bureau d'accréditation créé en 1987. L'Ordre et l'Institut forestier du Canada ont tenu un congrès conjoint à Québec en 2012 et soulignons aussi que l'UFQ a participé en 2013 au Forum France-Québec sur la forêt et l'utilisation du bois qui a mené à une reconnaissance professionnelle mutuelle. Éveil polarisant à la conscience environnementale en 1988. Le débat de la fin des années 1980 sur l'utilisation de pesticides dans les forêts, en particulier pour lutter à ce moment-là contre l'épidémie de tordeuil des bourgeons d'épinette, a suscité une vive controverse parmi les ingénieurs forestiers. Je m'en souviens. Après une vaste consultation, un consensus a été obtenu. Il était favorable à l'inclusion de l'utilisation des pesticides dans le cadre d'une approche de gestion intégrée, mais après une consultation des membres de l'Ordre. Depuis l'interdiction de l'utilisation des pesticides chimiques dans les forêts publiques en 2001, les pratiques forestières ont été radicalement modifiées, en particulier dans le domaine de l'entretien des plantations.
Alors, on voit ici à droite un extrait de la publication publiée à l'occasion du 75e anniversaire de l'Ordre, qui s'appelle Portrait historique d'une profession 1921 et 1996. Et le focus est mis justement sur cette période-là où on a discuté des pesticides. Bon, tout le monde s'en souvient sûrement que le secteur forestier a été frappé de plein fouet par l'erreur boréale en 1999. Ce film documentaire, popularisé par un chanteur bien connu au Québec, Richard Desjardins, a envoyé une onde de choc dans le secteur forestier. La vue, la description de certains des mauvais côtés des opérations forestières émeuvent alors les Québécois des villes et des régions. En 2004, la commission Coulombe a été considérée comme une réponse. Certaines recommandations, dont une réduction de la récolte du bois d'environ 20 ont servi à alimenter de nombreux préjugés sur la gestion des forêts du Québec. La méfiance du grand public face au secteur forestier ne date pas d'hier. Le large éventail d'utilisation forestière est et sera toujours propice à la génération de situations de conflits dont les médias font souvent écho. Face à une pénurie d'ingénieurs forestiers, possiblement causée par des crises économiques et des perspectives négatives, l'OIFQ a alors intensifié sa stratégie de promotion de la profession d'ingénieur forestier, notamment en utilisant les réseaux sociaux. Alors, on voit, on a vu un petit peu la photo là, du rapport de la commission Coulombe. Vous avez peut-être tous lu et peut-être à relire. Les femmes forestières, un 18 bien actifs et en évidence. Les femmes longtemps absentes de la profession, et en 1970, quand j'ai terminé, il n'y avait qu'une seule femme dans ma classe, représentent au 31 mars 2020 18 des membres de l'Ordre sur 1965 membres. Thérèse Sicard a été la première femme ingénieure forestière au Québec et elle a été la seule pendant plus de 12 ans, jusqu'en 1968. Il y a eu des femmes qui ont occupé des postes importants, je pense qu'il faut vraiment le souligner. L'ingénieure forestière Paul Tétu a été sous-ministre adjointe responsable des forêts publiques au Québec 2004 à 2008 et elle a présidé après ça la mise en œuvre des conclusions de la commission Coulombe. Joanne Gauthier, qui a été présidente et chef de direction de l'OIFQ de 1998 à 2005, et il convient de souligner la longue participation d'Yvette Jean, qui a présidé le comité d'inspection professionnelle de l'Ordre pendant 28 ans jusqu'en 2019. Alors, on voit à droite la photo de Mme Thérèse Sicard et on souligne aussi que l'ingénieure forestière Nancy Gélina, qui est présente ce soir et membre du conseil d'administration de la Société, est devenue la première femme nommée doyenne de la faculté de foresterie, de géographie et de géométrie de l'Université Laval. Bravo. Vers une utilisation durable des terres forestières. La gestion des terres forestières a évolué au cours des 50 dernières années. Peut-être plusieurs d'entre vous en ont été témoins, ils pourraient en témoigner. Centrée sur la production de bois dans les années 1950 aux années 1970, elle est passée à l'usage multiple dans les années 70 et enfin à la gestion des écosystèmes avec l'introduction de la loi sur la gestion durable des forêts en 2013. Le contrôle direct de la planification forestière par l'État au Québec laisse dorénavant peu de latitude aux acteurs forestiers et aux ingénieurs forestiers professionnels. Une partie de cette latitude a été retrouvée lorsque l'Ordre et le ministère ont convenu d'une procédure de signature professionnelle des ingénieurs forestiers travaillant au ministère fin 2018, si je me rappelle bien. Où en sommes-nous maintenant? Même si on fait l'histoire, je pense que c'est bon de garder un œil sur ce qui pourrait arriver. On a tenté un certain nombre d'éléments. Un éminent ingénieur forestier, Émile Ouellette, peut-être qu'il copiait à ce moment-là un autre ingénieur forestier, Gilbert Payet, puis tous les deux aimaient bien répéter qu'un régime forestier doit vivre au moins 20 ans. Cependant, un lieu de réflexion doit être établi et les visionnaires doivent se mettre au travail. Quelqu'un me rappelait récemment que tous ceux qui ont conçu le régime forestier en vigueur présentement ont tous pris leur retraite au ministère.
Alors, on peut exprimer un certain nombre de souhaits. On a élaboré 2, peut-être un troisième. Le souhait 1, c'est que la prochaine génération 2023-2028 des plans d'utilisation des terres forestières, des plans dits intégrés, reflète plus étroitement l'objectif de la gestion durable des terres forestières. Le choix 2, c'est l'introduction d'une politique communément appelée le droit de produire du bois, préconisé en 2015 sur le plan économique par l'ancien doyen Robert Beauregard sur la stratégie de gestion durable des forêts. Et la prochaine grande réforme, où ira-t-elle? On ne le sait pas. Mais on peut penser qu'on verra poindre la mise en place de sociétés d'aménagement régionales mixtes autofinancées. Bien voilà, je tiens à remercier Jean-Claude Mercier, ex-président de la Société et présentement secrétaire trésorier, et Gérard Lacasse, directeur général actuel de la Société du bois forestière, pour leur aide à la rédaction de cette présentation qui a été livrée une première fois dans une façon virtuelle lors du congrès de l'Institut forestier du Canada, dans une version où le texte était lu en français et les diapositives en anglais. Et je vous avoue que l'heure après de questions m'a donné beaucoup de chaleur, car les questions étaient en anglais et j'essayais de me concentrer pour y répondre du mieux que je pouvais. Alors, si vous avez des questions, je pense que Gérard va coordonner le tout. Merci. Bon, donc, premièrement, est-ce que, Lucie, est-ce qu'il y a eu des questions pendant la présentation? Est-ce que tu as pu suivre ça? Oui, j'ai suivi et il n'y a pas de questions. Bon. Il y en a qui veulent en poser là, dans le fil de discussion, il n'y a aucun problème. Là. Soit que je réponde ou que je te réfère si je ne peux pas. OK, donc on peut soit y aller de vive voix. Bon, je vais arrêter l'enregistrement tout de même, comme j'avais dit tout à l'heure, pour éviter que